bonnes décisions de Mathilde Degroux. Bonjour et bienvenue dans Les Bonnes Décisions, un podcast original de Vincent Posé, 3e épisode de cette première saison où je converse avec des personnalités de la Manche, avec comme double objectif de dresser un portrait de mon invité et d'essayer, si possible, de mieux comprendre ce qui l'a poussé à prendre des décisions cruciales dans son parcours. J'en profite également pour interroger le processus de création et d'improvisation dans des domaines qui vont bien au-delà du théâtre. Aujourd'hui, je vais vous parler de la métamorphose, pas celle de Kafka, ni celle des cloportes, mais celle qui pourrait faire qu'un rat de bibliothèque s'ouvre vers l'extérieur et prenne la lumière, parce que la première expérience, c'est celle de l'ouverture à soi, puis à l'autre, prendre conscience de soi, prendre conscience de l'autre, ce mouvement de balancier qui interroge les différences, ce qui nous rassemble, ressemble, l'altérité, puis nos émotions. L'ouverture pour mon invité, c'est d'accueillir et d'accompagner des centaines de personnes chaque mois dans sa librairie et d'ouvrir le champ des lectures possibles, comme autant d'invitations au voyage ou à glaner des rêves. Elle met à l'honneur les auteurs, leurs engagements et leurs beaux ouvrages. Femme de papier, caractère tenace et encre indélébile, Mathilde Degroux, bonjour. Bonjour. Mathilde, première décision, est-ce que nous nous vous voyons ou est-ce que nous nous tutoyons pour cet entretien ? Oh non, par pitié, on va se tutoyer. Eh bien, par pitié, tutoyons-nous. Et la première question que j'ai à te poser dans ce cas-là, Mathilde, c'est quelle a été la meilleure décision que tu aies pu prendre ? La meilleure, vraiment, celle qui m'a permis de tester l'eau du bain, c'était de lancer le financement participatif pour avoir un peu plus d'apport pour la librairie, pour la création de la librairie. Et là, ça a été un petit raz-de-marée quand même, j'étais pas prête et j'ai eu un super fond, j'ai eu beaucoup de gens, ça m'a permis de rencontrer vraiment beaucoup de gens suite à ça. Et puis aussi de me dire que c'était un projet viable. Alors c'était quand ? Parce que le lancement d'une campagne de financement participatif, c'était pour l'ouverture de ta librairie, Les Racontards, à Saint-Lô. Et c'était quand ce début ? Alors c'était en janvier 2020. Si je ne me trompe pas, ou alors le temps passe trop vite et c'était en 2019. J'étais vraiment... je voulais me prendre position. Et j'avais quitté la librairie de Saint-Lô au Planétaire et je m'étais dit, c'était vraiment pour un autre poste et je m'étais dit, allez, j'y vais. J'avais entendu le rachat de la Fnac et je me suis positionnée et je ne savais pas du tout où j'allais, mais je voulais montrer que j'étais présente et que j'allais le faire. Parce que je voulais que ce soit moi, un peu égoïstement. Le projet de financement participatif, au départ, tu n'avais pas de local, tu avais juste l'idée d'ouvrir une librairie. Ouais, j'avais juste l'idée. Et je me suis dit que c'était le financement participatif, c'était un bon moyen de voir si les gens allaient suivre, etc. Donc j'avais connu vraiment beaucoup de clients à Planétaire. Et donc je savais qui serait là, potentiellement, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de nouvelles personnes qui aient envie d'une librairie indépendante. Donc c'est honnêtement, quand on est tout jeune entrepreneur, c'est passionnant de créer un financement participatif. Ça permet de créer une étude de marché beaucoup plus précise et ça s'intègre dans un business plan. Enfin, je sais que tous les professionnels du secteur auxquels j'ai eu affaire, donc je ne parle pas que d'une banque, que de la CCI, je parle vraiment de beaucoup plus que ça, et été ravis de voir ça dans le business plan. Donc de voir que tu avais des soutiens en fait par cette campagne-là. Oui. Et ça veut dire quoi ? Tu dis c'est un raz-de-marée, ça veut dire que tu t'attendais pas du... Tu t'attendais à combien et tu as eu combien de personnes qui t'ont soutenu ? Comment ça s'est passé ? J'avais demandé, fallait faire plusieurs paliers. J'avais demandé, donc au début c'était 5 000, puis 10 000, puis 15, le max. On a atteint les 10 000 en un mois. Je crois même que c'était moins d'un mois. Sachant que les gens n'ont pas donné 1 000 €. On s'est retrouvé à plus de 380 soutiens à la fin de la campagne pour 18 327 €. Ce que je trouve énorme. C'est énorme parce que si on enlève les amis, la famille, les connaissances, il y avait donc
écoute, 290 personnes exactement, que je connaissais peu ou pas, qui avaient soutenu ce projet de librairie. Parce qu'à l'époque, c'était juste un projet, c'était pas une librairie, c'était un projet. Donc il s'agissait de décevoir personne et d'y aller maintenant. Oui, donc quelque part, tu avais une responsabilité par rapport à ce que tu avais Complètement. lancé, quoi. Ah, je me suis collé une pression toute seule, mais elle était là, il fallait que je le fasse, quoi. Donc je l'ai fait. Et donc ça a mis combien de temps ensuite pour le faire, pour réaliser, pour partir de l'idée, donc du début de financement, au moment où tu as pu ouvrir la librairie? Ça m'a pris, allez, je dirais, de janvier à novembre. Je l'ai ouverte en novembre de l'année, de la même année. Donc c'était bien 2020. Ouais. Et donc pas de bol en plus, confinement, il y a eu la Covid. Ouais. Donc pour une ouverture, c'est moyen. En fait, non, je me suis dit, bon, allez, je devais ouvrir le mardi, le vendredi, la semaine précédente, confinement. Et je m'étais dit, oh, c'est fabuleux, je n'ai jamais fait de click et collect, allez, on y va. Oh, c'était horrible. C'est une autre dynamique parce qu'en fait, on gère pas vraiment on voit pas d'humain, entre guillemets, on gère beaucoup de mails, de commandes. Et on peut pas conseiller comme on veut, donc je vais pas dire que ça n'a aucun intérêt, c'est pas vrai, mais c'est beaucoup de travail pour un rendement un peu moindre, malheureusement, malgré le soutien des gens. Et c'est quand même très différent d'avoir des gens qui viennent à la librairie, qu'on conseille avec un éventail de livres. C'est pas pareil, c'est vraiment pas la même chose. Donc c'est vrai que j'ai pas aimé, j'ai pas aimé du tout. Ça veut dire en plus que c'était encore plus difficile dans le sens où physiquement tu pouvais pas accueillir les gens, Ouais. les clients, voilà, et tu pouvais quelque part, c'est peut-être d'avoir tous ces soutiens, ces 380 personnes qui t'ont aidé au départ. Est-ce que c'est elles qui sont venues en fait, enfin qui t'ont commandé des livres qui ont permis l'ouverture de ta librairie au moment du confinement en fait, où tu pouvais, enfin finalement Alors pas tous parce que malgré une communication qui était bonne, je pense, mais j'ai pas eu que des gens qui avaient participé au financement participatif. J'ai eu des locaux qui ont vu l'ouverture d'une librairie et qui ont commandé vraiment par soutien. Donc finalement ça a ajouté, mais quand je parle de raz-de-marée, en fait, j'avais des chiffres. J'avais des chiffres, le nombre moyen de personnes à avoir dans une librairie sur un mois, un CA à faire mensuel. Et au final, à l'ouverture, il y a eu un tel soutien pour le commerce local, mais pas que les librairies. Du coup, c'était énorme. C'était énorme. Je suis assez impressionné parce que tu parles de chiffres, de CA, de nombre de personnes à avoir, de clients, de livres à vendre, etc. Alors ça, par rapport à ton parcours avant, comment t'es passé de cette étape, on va dire, de conseil qui était plus ton métier de départ, ta sensibilité. Finalement, tu as dû te mettre aussi sur ce côté-là, sur le côté entreprise et le côté passement terre à terre des chiffres, si on peut dire ça comme ça. Alors en fait, c'était passionnant parce que lors d'une création, on doit faire un business plan. Alors moi, ça me parlait pas du tout, parce que même si on va à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, ils nous aiguillent, mais ils le font pas à notre place. Donc, les études de marché, faut juste dégrossir. Donc, je me souviens, j'avais un énorme tableau avec, je me souviens plus du terme, mais c'est assez connu. C'est énorme en fait. On met par exemple donc les charges, et là, la méduse. La méduse, voilà, on note, il y a plein de flèches autour, etc. Et en fait, c'est à force de dégrossir qu'on crée ce business plan. Mais c'est énorme, tout ce dont on doit penser. Enfin, c'est un peu terrifiant, mais les chiffres, on est obligé de passer par là. Donc, les comptables sont là pour ça. Mais un prévisionnel financier, c'était passionnant. Mais vraiment passionnant. Voilà, donc le nombre, en calculant la remise, en calculant le nombre moyen de livres qu'on doit vendre par mois, voilà, donc on se dit ok, il faut faire tout ça pour s'en sortir. Mais au final, une fois qu'on a fait ça, c'est tellement formateur parce que j'ai vraiment créé tout de A à Z, de la moindre couche de peinture au livre posé sur l'étagère, que j'en suis sortie vraiment grandie. C'est passionnant de faire ça, c'est éreintant,
plus jamais je referai un business plan de toute ma vie, plus jamais. Vraiment, j'en peux plus. Mais non, en créant chaque étape, après, le projet, il se dessine tout seul et on devient maître vraiment de ce projet. Et je pense que c'est comme ça qu'on devient, alors c'est un gros terme, mais chef d'entreprise aussi, en faisant tout soi-même. Ouais, en pensant à tout et quelque part, c'est la structure en fait du projet et pour la suite, quoi. C'est comment tu le mets sur les rails pour après, derrière, le développer. Bah ouais, c'est vraiment la colonne vertébrale et j'ai trouvé ça passionnant, chaque étape. J'en ai pleuré des fois avec de calculs, etc. Je ne pouvais plus, vraiment. Mais ah non, je regrette absolument pas. Et donc ça, le client, quand il vient dans ta librairie, il n'en a pas conscience du tout. Il a dû en avoir conscience parce que j'ai été extrêmement stressée. Je le suis encore, mais un peu moins qu'avant. Je me suis mis tellement la pression. Ça n'a pas dû être marrant, en fait, même pour eux. Là, je commence vraiment à me détendre un peu plus parce que j'ai pas l'assurance que la librairie est pérenne dans le temps, mais c'est en bonne voie. Mais ça va aller. Je suis moins stressée, mais ça n'a pas dû être marrant pour eux non plus. Et c'était quoi ta librairie rêvée ? Ma librairie rêvée. Ben, j'avoue que ça n'a jamais été un rêve, vraiment. Ouais, pour moi, c'était juste l'aboutissement de beaucoup d'années d'expérience. Je l'ai jamais vraiment rêvé. C'est ça qui est terrible, en fait. Là, maintenant, je commence à avoir ma librairie rêvée parce que c'est celle que je construis. Mais au fur et à mesure, parce que c'est pas parce qu'on a les murs, les bibliothèques, les livres que tout est fini, en fait. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Là, elle commence vraiment à me plaire, cette librairie. Aussi parce que je travaille avec une libraire juste fabuleuse et elle m'aide tellement. Oh mais Cécile, je serais rien sans elle. Et c'est ça aussi qui forge ma librairie rêvée, là, maintenant, presque 2 ans après. Hein. Donc c'est ma librairie rêvée, je pense que c'est celle on a toujours vu cette scène, tout le monde a vu cette scène de La Belle et la Bête dans le Disney où c'est la scène rêvée où il lui montre une bibliothèque mais qui va jusqu'au plafond. Donc ça, mais bon, ça n'arrive jamais, hein, même dans le privé, je pense pas. Donc non, j'ai pas de librairie rêvée. C'est celle que j'ai construite vraiment au fil des mois, qui devient de plus en plus jolie et voilà, ça me plaît d'y aller tous les matins. Mais ouais, j'ai pas eu de librairie rêvée. Pour les gens qui ne fréquentent pas la librairie Les Racontards, quel est l'esprit de ce projet-là, en tout cas, et puis de la librairie quand on rentre, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce que tu veux faire sentir en fait aux gens qui viennent? J'adore cette question. Alors déjà, je voulais qu'elle soit généraliste. Je voulais pas me spécialiser d'abord parce que pour un chiffre, c'est un peu dangereux quand même. Et je voulais que les gens entrent et puissent trouver de tout. Si tu cherches un livre sur le féminisme, l'écologie, un bébé qui vient de naître, ta grand-mère, et ben on est là. On peut conseiller de tout. Et nous, en fait, notre credo vraiment, c'est tu entres dans la librairie, que tu as envie de lire, que tu n'aies pas lu depuis très longtemps, ou que tu ne lises jamais, ou que tu sois un lecteur vraiment régulier, en fait, on est là pour toi. Et c'est ça qui est super parce qu'on a eu des gens qui n'étaient pas du tout habitués à lire et qui sont venus. Et du coup, ça, ce sont nos lecteurs préférés parce que, comment dire, ils sont un petit peu vierges et donc on peut leur proposer des choses qu'ils vont forcément apprécier parce qu'on est là pour ça. Donc on a cette responsabilité quand même de ne jamais les juger et de les aiguiller. Et voilà, nous, on aime bien que les gens soient à l'aise, donc vraiment, et qu'ils trouvent de tout. Donc on a toutes les nouveautés possibles et imaginables, que ce soit de la détente, de l'actu, peu importe. Mais on a aussi des livres de fond, donc pas mal de coups de cœur qu'on a sélectionnés. Les gens vont pas s'y attendre. Et on va être là au tournant, donc on aime bien surprendre les lecteurs aussi. Ouais, c'est une partie de ton travail, tes missions, on va dire, peut-être aussi, d'orienter ou en tout cas de promouvoir des œuvres qui sortent un peu des sentiers battus. Complètement. Puis là, on se fait plaisir, hein, vraiment. En plus, avec Cécile, on a 2 univers très différents, ce qui fait qu'on se complète très très bien sur les coups de cœur. Et ouais, c'est vrai, on est là, ça fait partie de nos missions quand même d'avoir un pack éclectique
dans tous les rayons. Et on aime en plus, alors c'est un petit risque quand même, mais on aime bien avoir des choix plus ou moins audacieux. Là, récemment, on a créé un rayon pop culture. On développe quand même des rayons sur le féminisme, des rayons féministes, pardon. Des choses avec des titres quand même plus ou moins sujets à controverse. Et voilà, on voit comment les gens le prennent. Et en fait, ils le prennent bien. Ils sont ravis de trouver ça. Comme quoi, c'est aussi ta personnalité et votre personnalité avec Cécile aussi qui font que les clients se sentent aussi en sécurité ou en tout cas en bienveillance et ils peuvent accueillir aussi des propositions qui des fois sortent de leur quotidien ou en tout cas des choses qu'ils attendent. Ah bah complètement. En fait, chaque fois je me dis bon, si je fais un livre sur l'avortement raconté par son autrice, je le promeus sur les réseaux et je me dis je m'attends peut-être à me faire fustiger, mais en fait pas du tout, au contraire. Des fois, d'abord les gens viennent l'acheter dès le lendemain et ça c'est impressionnant. Et en plus on se fait pas du tout fustiger, on se fait encourager. Et donc ça nous aide vraiment pour la suite. On se dit ok, on va continuer quoi. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce d'engagement aussi dans les choix que vous faites. Parce que là, on interroge dans les bonnes décisions les choix. Il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'au quotidien, tu es confronté à ces choix littéraires. Déjà, dans tous les livres qui existent, tu vas en sélectionner certains pour ta librairie. Et puis parmi ceux qui sont dans ta librairie, toi, tu vas prendre la décision de promouvoir celui-ci ou celui-là. Qu'est-ce qui te pousse justement à choisir tel ou tel ouvrage, tel ou tel auteur ou autrice? Alors d'abord parce qu'on connaît bien nos lecteurs. Donc ça je sais que par exemple, je sais pas, je parle d'auteurs ou d'autrices, enfin ça va très bien, ça va se vendre. Même si on n'aura pas besoin de les lire par exemple pour que ça se vende. Et les gens vont les demander. Donc je parle de Marc Lévy, Melissa d'Acosta, enfin vraiment des auteurs qu'on nous demande souvent, donc ça on les prend parce que d'abord les gens seront ravis de les trouver. Je vois pas pourquoi on s'en priverait non plus. Et ensuite à côté de ça, quand on a fini de prendre des meilleures ventes, des meilleurs auteurs entre guillemets, c'est là où on peut justement travailler le fond et défendre soit des petits auteurs, des petits éditeurs, des auteurs moins connus, des éditeurs moins connus j'entends, et des titres quand même engagés. C'est vrai que j'ai pas parlé de l'engagement, mais ça se dessine tout seul par rapport ça se dessine tout seul. Les gens commandent pas mal de livres engagés et ça nous inspire aussi. Donc en fait il y a vraiment une relation double entre les lecteurs et nous et ça c'est hyper enrichissant. Donc il y a une inspiration mutuelle, c'est-à-dire qu'eux vont venir te demander certains titres, certains thèmes, certaines résonances aussi, et ça va rentrer aussi pour toi. Ça va peut-être te heurter aussi, je sais pas. Non, ça ne me heurte pas, au contraire. Non, c'est pas... Après, alors, non, je juge vraiment jamais ce que les gens commandent. Vraiment. Je sais pas, j'ai un client, il veut commander un livre sur Zemmour. On va l'accueillir tout aussi poliment que quelqu'un qui va commander un livre sur l'écoféminisme, en fait. C'est sûr qu'on sera plus inspiré par l'un des deux. Mais c'est comme ça que l'engagement naît aussi dans une librairie. Après, en fait, je voulais pas forcément être une libraire engagée pour pouvoir parler à tout le monde, mais j'ai pas le choix. Déjà, je suis libraire indépendante. Donc ça, cette idée-là, ne pas être engagée, en 3 semaines, c'était mis derrière moi parce que j'ai pas le choix. Je dois l'être. Et en fait, ça me fait du bien. C'est vraiment, on ressent vraiment beaucoup de liberté à le faire. Et tu en donnes aussi, parce que c'est ça, c'est que tu as cette liberté de choix, de proposition, et puis finalement, ça ouvre aussi pour les lecteurs à d'autres univers. Oui, c'est vrai. Mathilde, pour continuer, justement, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ta librairie, qui ne connaissent pas du tout le quotidien non plus d'une libraire indépendante, je vais mettre une musique, un fond sonore, et je voudrais, si vous écoutez ce podcast, Les Bonnes Décisions, vous fermez les yeux
et vous accompagnez Mathilde dans l'ouverture de la librairie, en tout cas le matin quand tu arrives. Si tu peux essayer de nous faire vivre ce qui se passe, ce que tu ressens, ce que tu vois au moment où tu arrives à ta librairie le matin. Alors, généralement, j'arrive... allez, il est... je vais dire 9h, mais... Moi, j'arrive en retard, il est 9h40 pour accueillir mon livreur qui me livre le mardi matin pas mal de colis, donc comprenant toutes les nouveautés, le réassort, les commandes clients. Donc c'est déjà très physique le matin. J'essaie de lui offrir un café, mais il est souvent très très pressé comme moi, ou alors parce que je suis très en retard. Ensuite, c'est pas très glamour, hein, je fais le ménage. Voilà, généralement, on passe l'aspirateur, on essaie quand même de passer un coup de toile. On ouvre la caisse, toutes ces choses peu enclin au glamour quand même. Et puis là, Cécile arrive, et là, ça fait du bien. On se prend quand même un café toutes les deux, avant le rush de la journée où on aura des fois pas le temps de se parler. Arrive très très vite 10h30, et là, on ouvre. Généralement, il y a 1 ou 2 clients qui attendent déjà, et personne ne râle, ils sont vraiment vraiment trop gentils. Et puis donc Cécile déballe tous les colis. Et puis là la journée passe très très vite. On essaie quand même de se relayer pour manger. Ça se finit quand vous mangez. Là tu nous as fait vivre le début de ta journée en tout cas dans cette librairie, les Racontards. Et les Racontards, pourquoi ça s'appelle les Racontards ? Oh là là, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que c'est pas comme ça que j'aurais voulu l'appeler, mais en fait, j'ai été prise de court, entre guillemets. Bon, ça me plaît beaucoup, hein, parce que c'est tiré donc des racontars arctiques d'un auteur qui s'appelle Jan Ril, et donc qui raconte des histoires plus ou moins drôles de pêcheurs groenlandais. Donc des joyeux drills quand même qui vivent... pas grand chose en mer, si ce n'est la pêche, et qui se retrouvent autour d'un torboyau mais imbuvable qui rendrait presque aveugle, et qui se racontent toutes leurs histoires. Mais bon, une fois qu'ils ont pas mal bu, il y a quand même quelque chose qui leur manque, c'est quand même la présence d'autres êtres humains et celle des femmes aussi. Et voilà, ça m'a fait penser à pas mal de contes et légendes, et je savais plus quel nom donner à cette librairie. Il fallait que je me dépêche, et j'ai vu ça sur ma bibliothèque, et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé. Et voilà. Pourquoi la librairie s'appelle Les Racontards ? Mais je regrette un petit peu parce que j'avais pas pensé que les gens pourraient mettre un D. Et des fois, ils me trouvent pas. Ah oui, sur le référencement. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc il tombe sur les récits du Groenland et sur la librairie, quand on tape Racontard sur Google. Oui. C'est ça. Oui. Là, on parle de ta librairie, le projet que tu as monté, que tu as lancé et que tu fais vivre aujourd'hui. Mais comment tu en es venu à devenir libraire, à vouloir être libraire au tout début? C'est quoi la décision que tu as prise pour te lancer, pour devenir libraire? Voilà, déjà, je savais même pas qu'on pouvait devenir libraire. Donc j'avais une 20aine d'années, et puis donc j'ai toujours lu énormément. Et puis je faisais beaucoup de première année à la fac. J'ai fait du russe, j'ai fait de l'histoire, j'ai fait des lettres modernes. Je savais plus quoi faire. Et la seule chose qui vraiment s'accumulait, autre chose que mes premières années, c'était mes piles à lire. Et vraiment, je suis allée un petit peu par hasard à la mission locale à Caen. Et ils m'ont très très bien redirigée vers un centre de formation métier du livre qui s'appelait Profil, avec 2 I et 1 E à la fin, à Aéroville-Saint-Clair. Et donc je m'étais présentée là-bas. Et j'ai d'abord eu une formation de 9 mois à la découverte des métiers du livre. Et après, j'ai enchaîné sur le CAP qu'ils proposaient, en contrat de professionnalisation. Et en fait, j'ai découvert le métier de ma vie. J'ai vraiment tout apprécié, mais tout. De la moindre petite tâche usante jusqu'aux lectures complètement annexes. Enfin, j'ai vraiment tout apprécié, quoi. Même la relation client, enfin, tout m'a fait grandir, et le centre de formation m'a beaucoup plu aussi.
Et j'espère un jour, quand j'aurai un peu plus de temps, c'est prévu, mais recueillir aussi un étudiant qu'on puisse former à la librairie. Et comment, excuse-moi, hein, j'insiste un petit peu, comment tu es passé justement de tes plusieurs premières années à cette idée finalement de te mettre sur ce projet-là, d'être libraire. On a l'impression quand tu parles que c'est pas nécessairement toi qui as décidé au départ. On t'a dit quoi. Des gens t'ont dit que finalement ça serait ça pour toi, puis toi t'as fait OK. En fait, je savais tellement pas quoi faire de mon avenir et il fallait que je bouge, quoi. Enfin, c'était à un moment donné, on est obligé. Et donc c'est à ça qu'ont servi les premiers 9 mois. Et je comprends pourquoi il y avait 9 mois avec cette idée d'accoucher d'un projet. Ces 9 mois de formation où en fait il fallait faire 3 stages. Et c'est au fil des stages où je me suis dit OK. Alors d'abord il a fallu convaincre mes formateurs. Parce qu'au début j'étais destinée à la papeterie, ils étaient pas enchantés que je me redirige vers la librairie parce que j'étais, je vais pas dire molle, mais je manquais d'entrain. Et au final je me suis révélée avec ces stages et ils ont accepté en fait que je fasse ce CAP. Donc on m'a pas dit que je me suis positionnée à un moment donné où il a fallu que je fasse mes preuves aussi. Parce que tout le monde n'est pas forcément accepté en CAP. Hein. On pense que c'est une voie de garage, mais pas du tout. Y a quand même des entretiens. Et puis il faut être motivé, il faut être motivante aussi. Ça veut dire quoi qui te trouvait molle ou que tu étais molle? Parce que ça non, m'interroge. J'avais aucune confiance en moi, mais alors vraiment aucune. Et je pense que être libraire de toute façon, même avec en se découvrant comme ça en 2-3 stages, être forcé de travailler avec d'autres personnes, des professionnels du secteur, et puis croiser une multitude de clients, mais on est obligé en fait d'aller vers eux, obligé de dire bonjour, obligé de s'adapter et obligé de se mettre des coups de pied au derrière et puis de se révéler ou pas. Et moi ça a été un déclic. Et voilà, j'ai plus été la même depuis. Dans tes plusieurs premières années de faculté, tu étais sur des langues, un apprentissage de langues, et puis des livres. En fait, tu vivais avec les livres, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Mais je pense qu'effectivement, j'avais besoin de contact humain en général, vraiment. C'était à moi d'aller vers les gens pour pouvoir me révéler un petit peu. Et c'est bourré d'expériences formatrices comme ça, et ça m'a vraiment plu. Et donc, tu as enchaîné des stages? Alors après, en CAP, j'ai enchaîné des stages. Un de mes stages préférés, c'était une petite librairie qui s'appelait Papyrus à la Ferté-Bernard, qui existe toujours. Ils étaient vraiment, vraiment adorables, très, très pédagogues. Et ils ont accepté en fait mes idées aussi en 1 mois de stage. Donc c'était vraiment, vraiment intéressant de se sentir en confiance là-bas. Et puis après, donc... j'ai vite fait enchaîner avec le CAP parce que j'ai dû travailler l'été juste avant ma rentrée scolaire pour le CAP. J'étais à Deauville, dans une librairie. C'était pas le même rythme quand même. Hein. C'était vraiment... la période estivale était un peu rude. Donc j'ai démarré comme ça. Et puis et là, en fait, j'ai appris à être rapide. J'ai appris à travailler dans l'urgence. Mais correctement aussi parce que j'avais quand même un chef qui était très, 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 très carré. Et en fait, c'était dur au début, mais finalement, je me sers encore de ces techniques aujourd'hui. Donc, voilà, merci Philippe. Ça veut dire quoi d'avoir des techniques? C'est par rapport à quelle tâche ou quel moment en fait, du métier? Mais être organisé de façon générale, parce que en fait, il faut l'être. On a intérêt de l'être en caisse, on a intérêt de l'être... il faut se faire violence pour dire bonjour aux gens, pour aller vers eux, pour voir s'ils n'ont pas besoin de quelque chose, ou pour les conseiller aussi, mais de façon carrée, enfin, même optimale. Et puis après, on n'y pense pas, mais tout le travail en coulisses, le fait de déballer, de pointer les ouvrages qu'on reçoit dans les cartons, mais même les retours, tout ça
Ça nécessite beaucoup de concentration, ça nécessite de la méthodologie et ça s'apprend. Et c'est important. Et là, c'est plus en résonance avec mon parcours de comédien d'improvisation. Est-ce que le fait de connaître et en tout cas de maîtriser tous ces éléments-là, est-ce que ça te permet aussi, toi, de maîtriser totalement en fait, le moment où tu es face au client, tu sais ce que tu as en stock, tu sais ce que tu as dans tes rayons, tu sais où tu en es et tu peux faire des propositions qui sont en pleine conscience. Je ne sais pas si ça t'arrive ou si tu vois ça un peu comme ça. Tu parles de charge mentale peut-être et de... Oui, peut-être ça te simplifie les choses par rapport à dans le cadre de si tu bosses pour une grande chaîne par exemple où tu maîtrises pas tous ces éléments-là. Alors, il faut savoir qu'à la librairie, on choisit tous les ouvrages qui arrivent, mais tous. Que ce soit les nouveautés, le réassort qu'on choisit d'avoir, nos piles en fait sont pas là par hasard. Du coup, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus plaisant pour nous de conseiller les clients qui entrent. Et en fait, tout est pensé vraiment. Donc, toute l'organisation de la librairie, le rangement, il faut que ce soit quand même optimisé parce qu'après, ça nous fait ça de moins à penser la journée et on est fraîche et dispo pour les clients. Donc toute l'organisation, elle est vraiment importante. Mais le fait, c'est vrai, d'avoir la main mise sur toute la chaîne, entre guillemets, ça fonctionne tellement bien. C'est vraiment plaisant de travailler dans un environnement où on choisit tous nos ouvrages. Parce que même Cécile, voilà, la première chose que je lui ai demandé, quand je lui ai dit qu'elle viendrait à la librairie et qu'elle travaillerait avec moi, je lui ai demandé de me donner une liste de ses coups de cœur pour qu'elle se sente à l'aise. Qu'elle puisse conseiller des choses qu'elle a lues, elle, et pas que des choses que moi j'avais lues, ou des choses justement qu'elle n'avait pas lues. Et c'est vraiment important de se trouver en tant que libraire, autour de livres qu'on a choisis, où on a vraiment écrit notre petit coup de cœur avec soin, et on peut vraiment conseiller plus facilement tout ça. Je te fais écouter un extrait de l'émission La Grande Librairie. Et puis on en parle juste après. La franchie, elle est née en fait d'une immense colère qui me rongeait de l'intérieur. J'ai eu besoin en tant que femme, comme beaucoup d'autres femmes, de me réparer. J'ai eu besoin de retrouver la joie, qu'on me réconforte. Et le livre, c'est tout ça. Et ma librairie, c'est ça. La franchise, c'est le futur réparé. Un futur qu'on prend en main grâce au livre et qu'on lâche plus, quoi. On lâche plus. Soisic Courbet, qui est à la tête de La Franchie, une librairie à Lille. Tu m'en avais parlé en préparant cette émission, ce podcast, justement que c'était une figure un peu modèle pour toi. Ah ouais, moi c'est mon héroïne et je n'ai pas encore osé aller vers elle, mais quand je retournerai à Lille, je passerai la voir. Ouais, vraiment, parce que elle s'est construite à partir de rien, entre guillemets. Enfin, c'était une toute petite librairie et c'était quand même très culotté de se spécialiser en féminisme et en théâtre. Donc, oui, puis tous ses propos sont parfaits. Enfin, vraiment, je vais pas dire que je l'adule, mais presque. Elle a une vraie force et je suis contente qu'elle ait eu le prix coup de cœur pour sa librairie aux rencontres nationales des libraires là à Angers ce week-end mais c'était amplement mérité. Elle a eu un discours tellement fabuleux sur le patriarcat qui existe dans le monde du livre. Alors moi, c'est vrai que je le ressens pas à 1000%, mais j'entends tout ce qu'elle dit et j'ai déjà été témoin de ça. Mais elle a raison. Les libraires sont un petit peu machistes. Le monde de la librairie est machiste. C'est pas du tout écologique, hein, tout ce qu'on fait. On parle de pilons, Enfin, c'est un débat. Je trouve ça bien qu'elle ait mis les pieds dans le plat, vraiment. Donc oui, j'espère qu'on pourra débattre de tout ça. Ce qui est intéressant aussi dans ton parcours et dans ta manière de procéder avec ta librairie, c'est le fait de monter quelque chose, de monter un projet en indépendant. Est-ce que c'est facile d'être seul ? Parce que quelque part, en indépendant, tu te retrouves toute seule et à la tête de ton projet. Et puis pour faire vivre ta librairie, en fait, on est sur un commerce qui est relativement isolé. En fait, à Saint-Lô, il n'y a pas 36 000 librairies. Dans la Manche non plus. Puis c'est pas des commerces qui sont en plein essor, plutôt sur une stagnation, voire une diminution. Parce que c'est de plus en plus difficile, en étant indépendant, de faire vivre une librairie.
Alors, moi, je me sens pas seule en tant que libraire. C'est vrai que j'aurais pu participer à ce genre de rencontres. C'est juste que là, je manque de temps et d'énergie. Vraiment, ça m'a tout pris. Et c'est pas parce que c'est la 2e année que je suis moins fatiguée. Au contraire, je commence un tout petit peu à reprendre des forces. Aussi grâce à Cécile. Si vous avez suivi, je l'adore. Elle fait du bien. Et non, je me suis surtout sentie seule en tant que responsable, en fait. Et c'est vraiment dur d'avoir une charge mentale pareille en tant que chef d'entreprise et de rentrer chez soi et de pas... c'est vrai que si son conjoint n'est pas libraire, c'est pas facile de discuter de sa journée parce que la personne en face entend, mais elle comprend pas ce qu'on vit. Donc j'ai des amis libraires aussi, des fois on se voit de temps en temps et c'est un café qui dure 2-3 heures, donc on discute de tout ce qui va bien ou pas. Donc ça fait du bien de se décharger un petit peu. Mais non, en tant que libraire, je me sens pas seule. Après, je communique avec quelques collègues en France, sur les réseaux, ça fait du bien aussi. Mais c'est vrai que quand j'aurai un regain d'énergie, vraiment, du coup, je pourrais aller à ce genre de rencontres aussi pour discuter avec des camarades libraires. J'ai hâte. Le choix que tu as fait aussi, c'est de t'installer à Saint-Lô pour monter ta librairie. Ah oui, c'est un choix. Là, pour le coup, c'est un choix. C'est un vrai choix, ouais. Et pourquoi ici ? Pourquoi à Saint-Lô ? Pourquoi dans cette ville ? Alors d'abord parce que, j'y suis née. J'y ai pas vécu, mais j'y suis née. Et puis, mais j'y allais très souvent et j'ai toujours apprécié Saint-Lô. Ensuite, je pense qu'il n'y a pas de hasard, vraiment. À l'époque, j'étais à Paris dans une librairie et je voulais vraiment quitter Paris. Et puis j'ai vu ce poste à Planétaire et je me suis dit, ok, il est pour moi, donc je veux y aller. Je veux y aller vraiment. Donc j'ai tout fait pour y aller. J'ai réussi à y être. Et en fait, il se trouve que je me suis plu à Saint-Lô. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a plein de bouchers, il y a des restaurants, il y a une bibliothèque, il y a une salle de concert, il y a un théâtre et il y avait une librairie à l'époque indépendante et ça m'a plu d'être près de la côte. J'ai de la famille aussi ici et on se marche pas dessus. Enfin, c'est une ville que je trouve très agréable. Elle me plaît vraiment beaucoup, cette ville, et j'avais envie d'être chez moi. Donc maintenant je suis chez moi. Et j'avoue que j'ai saisi une opportunité, une librairie indépendante. Cette création, elle me tenait à cœur. Et donc c'est un vrai choix. J'ai fait le choix de m'installer. J'ai l'intention de rester. Voilà. Elle me plaît, cette ville. J'aime bien Saint-Lô. Et puis c'est vrai que j'ai envie de m'ancrer aussi culturellement. Les projets se font pas tout seuls, mais donc on les fait. J'aimerais les faire au fur et à mesure. Voilà, inviter de plus en plus d'auteurs, faire de plus en plus de rencontres. Donc, comme ça demande pas mal d'énergie, je vais y aller vraiment à petits pas. Et puis après, quand tout sera rodé, il y aura vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'événements. C'est ce que tu dis aussi là en filigrane, c'est que pour construire ta librairie idéale, il y a les murs, il y a ce qui se passe à l'intérieur, et puis comment tu l'animes aussi. Tu parlais de rencontres avec des auteurs, avec des éditeurs, de créer des événements aussi. Là aussi, c'est en gestation pour la suite. Oui, complètement, parce que je trouve ça intéressant. On a quand même une chaîne du livre qui est vraiment éclectique et j'aimerais tellement inviter plus d'éditeurs et d'auteurs, mais là, c'est juste une question de temps. Et aussi, mon espace, même s'il fait 100 mètres carrés, il n'est pas vraiment enclin à accueillir beaucoup de gens, des rencontres. Donc je cherche aussi, du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire équipe avec des acteurs locaux. Donc je pense à des cafés, des restaurants, si c'est pas le théâtre, la médiathèque, même le Normandie. On prépare quelque chose. Mais donc voilà, mettre en lien plusieurs acteurs culturels comme ça, ça fait partie de mes envies. C'est la notion aussi de trouver des partenaires pour des projets, pour faire venir le livre auprès des gens différemment. C'est un peu ça aussi, d'ouvrir à la lecture, d'ouvrir au partage. Parce que ce qu'on sent aussi, ce que je sens moi dans tout ce que tu dis, c'est que c'est essentiel de partager, de trouver des moyens de partager, et que la librairie, elle fait partie en fait de ces outils-là de partage. Alors oui, c'est vrai. Le maître mot, ça reste le partage.
Mais après, là où il faut pas se tromper vraiment, en fait, faire venir un auteur ou un éditeur, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, ça se travaille. On ne peut pas faire ça d'un mois à un autre. Ça se travaille vraiment. Donc, le fait d'être plusieurs partenaires aussi locaux, ça veut dire partager un petit peu les frais, de façon à ce que le projet, la venue d'un auteur, d'un illustrateur, d'un éditeur soit plus rentable. Mais ouais, ça se travaille. Donc, vraiment, il y a une notion de partage, mais il faudrait qu'il y ait, selon moi, une notion de sécurité, parce qu'on ne peut pas faire ça au détriment de l'argent. C'est pas possible. Enfin, je reste quand même, ma librairie reste un commerce, et il faut pas que je perde d'argent. Je sais pas si je fais bien de parler de ça. C'est la vie et la survie d'un commerce, mais en même temps, ce qui est compliqué dans le milieu culturel, c'est ça aussi, c'est que c'est un commerce avec des biens culturels et avec une mission aussi, quelque part, d'ouverture culturelle, d'ouverture à la lecture, enfin voilà, et quelque chose qui est pour mettre à disposition et pour faire en sorte que les gens accèdent à la culture. C'est la difficulté en fait d'un commerce culturel. Bah ouais, il y a quand même de la responsabilité, et pas que financière, donc ouais, ça se travaille. Et juste dernier point, une des décisions, un des choix que tu as fait au tout départ, c'est, tu le disais, sur la campagne de financement participatif via Internet. Et aujourd'hui, la communication, elle passe pas mal par Instagram. Tu as fait des choix aussi esthétiques et puis de publication par Instagram qui se démarquent aussi pas mal de ce qui peut se faire en librairie. Bah merci. Je prends comme un compliment. Mais j'avoue que on se met pas vraiment de barrière, mais on s'éclate quoi. On s'éclate à faire ça. Tu parles de quelle publication ou de choix ? Pour moi, c'est plus l'aspect visuel, l'aspect choix littéraire qui sont assumés, et puis des illustrations aussi qui sont un peu décalées, en termes de graphisme, de propositions qui sont assez créatives. En fait, je peux pas dire beaucoup plus, mais parce qu'il faut aller voir sur le compte J'avoue Instagram. Que ça m'a amusé. Je crois que l'un des meilleurs choix, l'une des meilleures décisions que j'ai prises aussi, c'est de me prendre un abonnement Canva. Voilà, je me suis éclatée. Je suis pas graphiste pour dessous, donc du coup ça aide vraiment beaucoup. Mais surtout j'avais envie de dynamisme en fait, parce que c'est comme les bibliothèques, on a toujours des idées reçues. Voilà, il y a ce côté un peu poussiéreux, il y a toujours un chat qui erre dans une librairie, où faut que ce soit le silence absolu. Et en fait non, honnêtement on est dynamique, vraiment. Et je pense que c'est ce qui ressort, hein. On fait pas mal de blagues, voilà, on parle fort, et on avait besoin aussi de mettre ça en avant. Et après, d'un point de vue graphique, alors moi ce qui me plaisait beaucoup, c'était j'avais pas eu le temps de travailler sur le logo de la librairie vraiment comme je voulais, et je voulais qu'elle ait une image. Et je suis tombée sur la page Instagram de Marguerite Boutreul, alors que j'avais connue, elle était au lycée quand j'étais à Vernon, et elle faisait encore ses études. Et en fait, je suis tombée amoureuse de tout son travail au pastel. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça tellement vivant. Elle m'a fait tellement du bien aux rétines. Je lui ai parlé du projet de venir, qu'elle illustre la librairie, voilà, avec vraiment son regard. Et elle l'a fait, et là... C'était l'explosion des couleurs, et c'était juste fabuleux. Donc elle nous a fait un tableau gigantesque. Je me souviens pas des dimensions, donc ça aide de dire gigantesque. Et donc maintenant on le décline sur des marque-pages, sur des cartes postales et des badges aussi. Et ça nous fait tellement de bien. Enfin, c'est quelque chose de très vif en fait. Et je voulais vraiment qu'on ait... qu'on retrouve cette vivacité sur les réseaux, parce que après tout, pourquoi faire quelque chose de pâle, de fade, alors qu'on peut finalement laisser cours à notre imagination et vraiment s'éclater, parce que ça fait partie de notre métier aussi, quoi. Donc oui, si on veut faire une sélection sur une sélection de l'été, je sais plus ce que je voulais dire. De la vie. Il faut de la vie. C'est ça. Le livre est vivant, en tout cas. Et toi aussi, Mathilde, tu es vivante. On peut te retrouver à la librairie, Les Racontards, évidemment. Vous pouvez retrouver Les Racontards sur
Instagram, sur Facebook et puis aussi en physique, rue des Maréchaux à Saint-Lô. Mathilde, merci beaucoup. Ben non, merci à toi Vincent. Non, vraiment, merci à toi. Non, merci à toi. C'était donc les bonnes décisions de Mathilde de Groot. On se retrouve le mois prochain, mais oui, avec un ou une nouvelle invitée pour les bonnes décisions. D'ici là, vous pouvez réécouter ce podcast sur tous les réseaux sociaux et toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez réécouter les 2 épisodes précédents également. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir aussi. Et au mois prochain. Les bonnes décisions, un podcast de Vincent Posé avec la musique originale de Julien Brochant et Paul Lemarchand à la vidéo et aux réseaux sociaux. Production comme une impro. Les bonnes décisions à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. #lesbonnesdécisions.